Merci pour l'invitation Bruno, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors je suis désolé parce qu'en fait cette intervention elle aurait dû avoir lieu il y a 15 jours, 3 semaines et j'ai un peu mal organisé l'occasion, donc ça a sauté, donc ça a été reporté dans des conditions un petit peu mal médiatisées. Donc j'espère qu'il y a des gens que tout le monde a été prévenu à temps. Donc je vous présente. Le micro, on peut l'utiliser. Ouais, je sais pas une grosse voix. Ça marche plus là? Ouais, non, pas tellement, si. Alors, du coup, je vais vous présenter un petit topo. Alors, c'est un petit peu long, un petit peu mal rangé parfois, malheureusement, autour des enquêtes téléphoniques. Qui sont, comme vous le savez, un des outils qui est encore utilisé pour faire pas mal de collecte de données en population générale et parfois même en population spécifique. Et donc un moyen de contact et un support de collecte très pratique, mais qui présente beaucoup de limites et ces limites sont largement ignorées des utilisateurs et attirent peu l'attention des financeurs ou des gros organismes de recherche. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu les éléments autour de la production des enquêtes téléphoniques et des défauts de qualité, des petites marges de manœuvre qu'on a pour essayer d'améliorer les choses. Vous verrez que c'est pas très simple. Voilà. Donc, alors je restreins tout de suite le propos. Avec des enquêtes téléphoniques, on peut faire tout et n'importe quoi, puisque c'est un moyen de contact et un support de collecte, et on peut faire des enquêtes à la va comme je te fais les enquêtes, c'est-à-dire piocher des numéros de téléphone n'importe comment. Voilà. Donc je ne parlerai pas des sondages mal faits, j'essaierai de vous présenter au contraire des choses qu'on peut faire qui se rapprochent le plus possible des enquêtes probabilistes bien faites. Donc le principe, c'est qu'on dispose d'une base de sondage en principe, donc c'est-à-dire une liste et un moyen de contact des personnes de la population cible. Alors par exemple, ce serait le logement, les logements dans le recensement rénové de la population. Si on ne faisait pas du téléphone, ce serait par exemple s'il y avait un annuaire téléphonique universel pioché dans l'annuaire téléphonique universel, ce genre de choses. Donc la base de sondage, c'est une liste et un moyen de contact qui permet de toucher toutes les unités statistiques de la population, dans laquelle on peut faire un plan de sondage, c'est attribuer une probabilité de tirage de toute unité, suivant un plan. Donc on maîtrise ce hasard. Et donc toute unité statistique a une probabilité non nulle d'être tirée. C'est ce qui permet de faire des inférences, donc d'extrapoler à la population lorsqu'on fait un sondage. Donc c'est assez différent de ce qu'on fait avec un quota. Le quota n'étant pas non plus quelque chose à totalement rejeter, mais c'est quelque chose qui a une longue tradition en France et qui a même une longue tradition dans l'histoire des statistiques et de la représentation statistique. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits là-dessus. Le quota a aussi sa place dans un certain nombre d'études, mais j'en parlerai pas ici. Donc je parlerai que des échantillons probabilistes dans lesquels on peut faire un plan de sondage. Voilà. Donc la grosse différence avec tout ce qu'on peut imaginer par ailleurs, y compris le quota dans une certaine mesure, c'est lorsqu'on a une base de sondage et qu'on a un plan probabiliste, on peut calculer un intervalle de confiance et donc on peut avoir une idée de la précision de ce qu'on mesure, ce qui est fondamental. Alors les enquêtes téléphoniques en population générale, c'est utilisé depuis assez peu de temps en fait, à l'échelle des enquêtes. Les premiers sondages, vous savez les premiers sondages probabilistes, ou les premiers sondages bien faits, ils datent du début du siècle précédent, en 1900. Le téléphone, on a commencé à l'utiliser lorsqu'il s'est véritablement largement répandu dans la population, et lorsque on s'est posé la question de l'alternative pour des raisons de coût entre le face-à-face et le téléphone. Donc c'est utilisé concrètement depuis 1992, et la première enquête en population générale, ça a été ACSF, l'analyse des comportements sexuels des Français, donc c'était réalisé par l'INSERM et l'INET déjà à l'époque. Donc Nathalie Bajos, mais aussi Michel Boson et d'autres personnes. Voilà. Donc ensuite, dans la même foulée, la même année, puisque ça a été une année de grande réflexion et de doute intense sur les méthodes, c'était vraiment le baptême du feu. Il y a eu le premier baromètre santé, alors à l'époque c'était pas l'INPES, c'était le CFS, le Comité français d'éducation à la santé. Un échantillon de 4000 personnes. Puis on suivit des enquêtes INSERM-INET, pour celles qui sont, les plus grosses que je connaisse, c'est Cocon, Fécon, et puis dernièrement à l'INET, Virage. Je vous parlerai un petit peu de Fécon et un petit peu de Virage. Alors c'est utilisé lorsque le coût du face-à-face est trop grand ou que l'on ne peut pas recourir aux enquêteurs de l'INSEE. Alors je vous le dis, ça
c'est une information brute de décoffrage. Enfin, je veux dire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est qu'en France, les organismes qui sont capables de faire des enquêtes en population générale sur une vaste échelle, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la méthode et le réseau d'enquêteurs, les compétences techniques et logistiques sont principalement centralisées à l'INSEE. Alors certes, l'INSERM fait aussi des enquêtes en population générale, mais la plupart du temps, c'est de moindre ampleur ou c'est sur des populations un petit peu plus ciblées. Mais il peut y avoir des gros échantillons quand même, je ne dis pas. Mais pour tout ce qui est enquête sociale ou économique, c'est vraiment l'INSEE qui centralise tout. Et il se trouve qu'il y a très peu de pôles de compétences hors de l'INSEE pour ce genre de choses. Il y a effectivement des équipes à l'INSERM, il y a l'INED, le service des enquêtes que je dirige, et grosso modo c'est tout. Voilà. Donc, et l'INSEE évidemment détient la plupart des bases de sondage qu'on peut imaginer de qualité avec le plus d'informations sur les personnes. Parce que c'est bien d'avoir une liste de contacts, mais c'est aussi bien d'avoir des informations auxiliaires qui décrivent les unités statistiques. J'en parlerai plus loin. Donc l'INSEE possède toutes ces bases. Et donc le plus simple, quand on peut, c'est de recourir à l'INSEE. La difficulté, c'est que l'INSEE, c'était compliqué d'y avoir accès il y a peu de temps. C'est devenu extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, ils ont changé le statut des enquêteurs et donc on ne peut plus avoir accès concrètement au réseau d'enquêteurs. Et par ailleurs... C'est mal, hein. Vous pouvez pas remonter un peu le montage. Non mais j'ai pas une voix très puissante non plus. Donc le réseau d'enquêteurs il est mobilisé pour les enquêtes de l'INSEE, ce qui est logique. Et puis par ailleurs, il y a des problèmes juridiques plus ou moins fondés, mais néanmoins qui font barrage quand même, des restrictions imposées par l'INSEE sur le type de questionnaire qu'on peut passer. Donc les enquêtes sur la violence, ça peut se faire à certaines conditions et certaines thématiques sont exclues. Les enquêtes sur les drogues et la santé sexuelle, c'est impossible. Donc il y a des thématiques qu'on ne peut pas poser. Alors la violence, ça a été imposé par Nicolas Sarkozy en 2007 à l'INSEE. Donc c'est pas l'INSEE qui a choisi, hein. C'est pas une équipe de recherche qui a demandé. Et il y a une enquête annuelle de victimation qui a été imposée à l'INSEE qui s'appelle CVS, Cadre de vie et sécurité, qui porte sur 25 000 personnes annuellement. C'est un truc énorme, mais comme c'est l'INSEE, malgré tout, certains types de violences n'ont pas pu être investigués, notamment les violences sexuelles et les violences conjugales. Les trucs les plus sensibles, c'est pas dans CVS. Pour vous dire le type de problème qu'on peut avoir. Donc lorsqu'on veut faire des choses très pointues, très détaillées sur certains sujets, disons scabreux pour l'INSEE, on est obligé de contourner l'INSEE et donc de faire du téléphone. Voilà. Ça tombe bien parce que le téléphone, il permet de joindre plus de 99,5% de la population aujourd'hui. Enfin, ça fait quelques années. Alors le problème, c'est que tout le monde est joignable par téléphone, sauf que c'est la jungle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une multiplicité des équipements. Donc les gens ont des portables, parfois, la plupart du temps un, mais parfois plusieurs. Il y a des lignes géographiques classiques, anciennement détenues par France Télécom. Il y a des lignes Internet, il y a des box, et il y a des lignes, donc par exemple, pour certaines box, c'est ce qu'on appelle le découpage, il y a des non-découpages, il y a des lignes qui sont doubles, c'est-à-dire que vous avez un numéro de box, un 09, mais derrière le 09, il y a un 01 à 05 qui existe. Vous pouvez ne pas le savoir, ça vous est notifié lorsque vous prenez votre abonnement, mais comme vous n'en servez pas, vous ne le savez pas. Et donc vous êtes joignable par nos numéros de téléphone qui arrivent sur le même appareil, votre 09 que vous utilisez et l'ancien numéro géographique. Mais donc vous avez deux chances d'être appelé sur un numéro fixe, mais vous ne le savez même pas. Pour certaines personnes, ça existe. Donc il y a plusieurs lignes par personne, voire par foyer, et puis les gens ne connaissent pas bien leur équipement. Par ailleurs, ils ont des usages de l'équipement qui sont extrêmement variables. Il y a des lignes qui servent à passer des appels, d'autres à les recevoir. Il y a des lignes sur lesquelles on ne prend aucun appel, c'est-à-dire surtout quand on ne connaît pas le numéro. Donc là, pour faire une enquête téléphonique, c'est pas simple. Et il y a en plus des lignes qui sont techniques, c'est-à-dire machine to machine, donc par exemple des commandes de volets roulants électriques, des choses comme ça. Donc c'est voir des automates quelconques lorsqu'il y a de la domotique à distance ou d'autres trucs, même professionnels. Alors ça touche beaucoup les lignes en 06 et 07, mais il y a aussi des lignes en 01 à 05 qui sont concernées. Et évidemment, ce trafic de données est en augmentation. Et donc ça perturbe. Sauf que lorsque vous générez des numéros de téléphone aléatoires, vous les appelez, vous ne savez pas si vous appelez des commandes de volets électriques. Ils ne répondent pas beaucoup et ils indiquent surtout pas que ce sont des volets électriques. Donc c'est pas facile. Donc pour être honnête, c'est le bazar. De plus, il n'y a pas d'annuaire. Donc ça fait longtemps qu'il n'y a plus d'annuaire. En fait, il en existe plein. Alors la concurrence a fait qu'à un moment donné, il y en avait une profusion, on voyait des publicités un peu partout, plus ou moins rigolotes.
Mais en fait, certains sont imposés, ils restent, mais en fait, il y en a plusieurs, aucun n'est exhaustif. Et les opérateurs, alors qu'ils ont la contrainte de fournir un annuaire universel depuis 2005, ils n'ont jamais vraiment réussi à s'entendre pour le faire. Et donc, les conditions d'inscription sur l'annuaire, sur les différents types de lignes aussi et d'abonnements, c'est-à-dire anciennement liste rouge, liste orange, etc., sont variables d'un opérateur à l'autre. Vous savez qu'il existe, enfin les noms des grands opérateurs, vous les connaissez, il y a évidemment Orange, SFR, Bouygues, etc. Ils se rachètent entre eux, ce qui complique aussi la donne, mais il y en a, en fait, si on regarde ceux qui ont plus de 50 000 abonnés, il y en a une vingtaine en France. Donc c'est vraiment le bazar. Donc il y en a qui sont très rigolos, il y a Brest Télécom par exemple, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais ils revendiquent leurs abonnés bretons, il y a des trucs vraiment, on ne se doute pas, quoi. Alors, du coup, le seul truc qu'on puisse faire, c'est générer des numéros de façon aléatoire. C'est complètement stupide comme truc. C'est-à-dire que techniquement, l'information de l'abonnement des lignes ouvertes, elle existe, mais on ne peut pas y avoir accès, à cause de la multiplicité des opérateurs, du défaut d'entente. Donc, alors que jusqu'à une époque, on n'avait pas le droit de générer des numéros aléatoires, enfin la CNIL l'interdisait. Alors, je ne sais pas d'ailleurs sur quelle base elle l'interdisait, mais c'était interdit. Et puis finalement, elle a fini par relaxer cette contrainte. Ça fait à peu près 10 ans, et donc on a le droit de générer des numéros aléatoires, parce qu'en fait les institutions qui menaient les enquêtes disaient mais écoutez, on ne peut plus s'en sortir avec l'annuaire, parce qu'avec les mobiles et tout ça, enfin ça va plus quoi. Donc maintenant on a le droit de générer des numéros aléatoires, mais vous vous rendez compte que quand vous générez des numéros aléatoires, vous n'êtes pas sûr de tomber sur un numéro de téléphone, donc ça c'est un peu le problème. Donc l'idée c'est que quand vous générez des numéros de téléphone aléatoires, vous avez une certaine chance de tomber sur un numéro de téléphone. Alors ça, on peut le savoir, éventuellement. Il suffit d'appeler, on voit si c'est connecté ou pas. Ça ne veut pas dire que derrière, il y a un ménage. Ça, on n'en sait rien. Par contre, vous avez, sauf pour les numéros qui sont dans les pseudo-annuaires qu'on trouve, donc les listes blanches, à l'exception de ces numéros-là, qui sont une fraction, c'est à peu près 40% des numéros que vous allez générer, qui sont des vrais numéros de téléphone, je veux dire, vous n'avez aucune information. C'est-à-dire que vous ne savez pas si le numéro est un numéro de ménage, vous ne savez pas où le localiser géographiquement, ni rien. Donc c'est compliqué, on dispose de rien. C'est ce que j'ai appelé là, on n'a pas d'orthodonnée. Alors je reviendrai là-dessus, c'est un terme qui n'existe pas, c'est moi qui l'ai inventé, parce qu'en fait il existe un terme qui est la paradonnée, dont je parlerai aussi tout à l'heure, qui a une existence plus fondée. L'orthodonnée, l'idée, c'est en fait, les variables auxiliaires qu'on peut avoir autour de l'unité statistique qui serait dans une base de sondage. Alors je dis orthodonnée parce qu'en général, c'est orthogonal totalement à la thématique de l'enquête. Quand on fait des enquêtes en population générale, on a accès toujours au même, par exemple, si on songe à l'INSEE, toujours aux mêmes choses. La localisation géographique, le type de quartier, la taille du ménage, des choses comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est tellement lié à tout, c'est tellement la base qu'on peut appeler ça, c'est orthogonal à tous les thèmes d'enquête qu'on peut faire. Donc moi, j'appelle ça des orthodonnées, et là, on n'a rien du tout. On a l'adresse dans un certain nombre de cas, mais comme c'est 40% des cas, c'est pas très très utile. Alors, donc on génère des numéros aléatoires, donc c'est vers des centaines de milliers de numéros, donc avec une fonction de nombre aléatoire. On ne peut pas faire autrement. Ensuite, on filtre par les racines ARCEP. L'ARCEP, c'est l'autorité qui fait presque semblant de réguler les communications et les postes. C'est-à-dire que quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucun pouvoir coercitif sur les opérateurs téléphoniques. Et donc ils peuvent tout juste imposer des tranches de numéros ouverts à l'exploitation. Et quand elles sont saturées, ils en ouvrent d'autres. Par exemple, aujourd'hui, le 06 est complètement saturé. Donc on ouvre le 07. Le 09 sera saturé un jour, on ouvrira le 08. Pour l'instant, c'est réservé aux numéros payants, mais voilà. Donc il y a des racines ARCEP qui sont librement consultables sur le site de l'ARCEP. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, et donc il suffit de filtrer les numéros qu'on a générés. Quand ça paraît qu'ils ne sont pas dans une racine, c'est pas ouvert à l'exploitation, donc ce ne sont pas des numéros de téléphone. Donc après, il nous en reste toujours un gros paquet, et ensuite on passe à un automate d'appel. Et l'automate d'appel, c'est ce qui est possédé par le prestataire, parce qu'en général, quand on fait une enquête téléphonique, c'est pas l'INSERM qui la réalise ou l'INED, on fait appel à un institut de sondage. Et vous verrez pourquoi, vu les volumes de numéros qu'on passe. Enfin les volumes d'appel, et donc on filtre les faux numéros et les fax. Donc ça, il y a un contact électrique. Quand la ligne est attribuée, on sait, l'automate d'appel, il repère le truc. Donc ça ne sonne pas chez les gens, mais ça prend un certain temps quand même d'aller se connecter, et donc on peut filtrer à l'avance, avant d'ouvrir à l'exploitation les numéros qu'on a, la liste de numéros, on peut la filtrer au départ, avec l'automate. Et puis après, on se lance dans le protocole d'appel. Donc quand on a une adresse, parce que c'est une liste blanche, on envoie une lettre annonce, c'est mieux. Et puis sinon, on appelle, et puis on s'est fixé un certain nombre d'appels et de conditions avant de renoncer
à appeler un numéro, des abandons, des refus, un certain nombre d'appels infructueux, et puis quand on a de la chance, on passe un questionnaire. Voilà le principe. Donc en gros, on essaie de rentrer en contact avec le ménage, donc on part du moyen de contact, dont on ne connaît pas l'effectivité, le numéro de téléphone. On essaie d'entrer en contact avec quelqu'un, je dis vraiment quelqu'un parce qu'on ne sait même pas si c'est un ménage, il faut déterminer si c'est un ménage. On détermine l'éligibilité du ménage, donc en général il y a des conditions, tranche d'âge, compétences pour subir un questionnaire au téléphone, type de logement éventuellement. Par exemple, si on tombe dans un hôpital, on ne va pas prendre les gens, maison de retraite non plus, souvent c'est comme ça. On sélectionne aléatoirement un membre éligible au sein du ménage, donc ça on a le choix des probabilités, hein. Si on veut favoriser les femmes, on peut augmenter la proportion de femmes, etc. Et puis après, on détermine la contactabilité du ménage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelqu'un qui veut bien nous répondre, alors ça peut se faire à la phase ménage ou à la phase individu, sélectionné, on essaie de déterminer l'équipement téléphonique du ménage, donc le nombre de lignes qui permettent de joindre le ménage, le nombre de lignes actives, et voilà, parce que pour connaître la probabilité de tirage du ménage. Parce que ça, on ne sait pas a priori. Alors ça, c'est compliqué, parce que comme je vous le disais, il y a des gens qui ne connaissent pas leurs doubles équipements, leurs doubles lignes géographiques et pas géographiques en 09 par exemple. Par ailleurs, les gens souvent peuvent donner une bonne approximation quand même du nombre de lignes téléphoniques qu'ils ont. Par contre, il faut qu'ils décrivent. C'est pas le tout d'avoir une ligne téléphonique. Si on a une ligne téléphonique sur laquelle on ne prend jamais d'appel, ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on les questionne sur l'usage des lignes téléphoniques. Donc là, il y a une part de subjectif parce que il ne faut pas poser trop de questions parce que c'est un peu pénible, mais il faut quand même avoir une idée de ça. Et au final, en composant ces différentes probabilités et informations, on calcule un poids de sondage, c'est-à-dire le poids que représente la personne dans le plan de sondage. Voilà ce qu'on fait concrètement. Alors évidemment, on va me dire, mais tout le monde ne participe pas. Effectivement, je vais vous donner les exemples après, mais donc on a un gros problème de non-réponse. Donc non seulement on a un problème de détermination de l'éligibilité des ménages, vous verrez, ça aussi c'est un problème, on a énormément de numéros, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas si c'est des ménages derrière, mais évidemment le gros problème auquel on songe, c'est la non-réponse. Je pense que, comme tout le monde, vous ne participez pas à beaucoup d'enquêtes lorsque vous êtes sollicité au téléphone, sans toujours faire le tri entre les enquêtes scientifiques et les enquêtes marketing, ce qui est normal. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'il y a un taux de non-réponse qui est très élevé dans les enquêtes. Et donc, évidemment, qui dit non-réponse dit problème de perte de précision. Alors, on peut le compenser en augmentant la taille de l'échantillon, hein, mais néanmoins, par rapport à un échantillon de taille n, avoir un taille n sur 2, ça diminue la précision. Alors, la fluctuation, l'erreur aléatoire, la fluctuation d'échantillonnage, mais pire que ça occasionne des biais. Donc, évidemment, on peut se dire, si on est super optimiste, que les non-répondants sont comme les répondants. Donc le fait de participer à l'enquête est distribué au hasard, et donc dans ce cas-là, c'est pas grave. Il y a un taux de non-réponse, on s'en fiche. C'est ce qu'on appelle l'erreur complètement aléatoire. Mais en fait, en pratique, c'est pas ça. Il y a des gens qui ne répondent jamais aux enquêtes. Et ce qu'on peut montrer, c'est que ces gens-là, il faut les avoir dans une enquête quand même, mais grosso modo, il y a un continuum, et plus les gens sont difficiles à joindre, et à voir, plus ils ont des caractéristiques sociodémographiques différentes, et plus ils ont des caractéristiques d'intérêt, donc des comportements que vous cherchez à étudier qui sont différents. Donc ça laisse croire que le problème de la non-réponse, c'est pas qu'un problème de précision, c'est un problème de biais et qui est massif. Évidemment, il n'est pas forcément d'autant plus grand le biais qu'il y a un taux de participation faible, mais bon, il y a des liens quand même. Voilà. Ça dépend des sujets. Alors, le taux de participation, il décline. Donc ça, tout le monde le dit. En fait, c'est assez peu documenté. Alors, en France, par exemple, c'est très mal documenté. Mais il y a quand même des pays, évidemment, toujours les USA, notamment où on trouve des séries dans... Il n'y a pas que les USA. Là, elles sont très facilement accessibles, leurs données. On trouve là des longues séries sur les enquêtes avec des modes de calcul du taux de participation sur les enquêtes téléphoniques qui sont bien faites depuis une vingtaine d'années. Alors déjà, le premier truc, c'est que le nombre d'enquêtes a augmenté. Alors pour la France, on n'a pas beaucoup de données non plus, mais moi j'ai des contacts assez réguliers avec des instituts de sondage, ils disent qu'effectivement ils en font, quoi. Ils en font beaucoup, et c'est très subjectif, mais j'ai aussi l'impression d'être appelé assez souvent pour passer des enquêtes, qu'elles soient scientifiques ou commerciales. Alors sur les enquêtes scientifiques, la presseur en 2011 qui a montré en 20 ans, il y a eu 50% d'enquêtes réalisées par les grands organismes, la plupart des grands organismes, disons, socio-économiques américains. Donc c'est vraiment une augmentation massive.
Après, il faut rajouter tout le marketing. Hein. Les coûts d'usage du téléphone ayant baissé, ça s'est multiplié à fond la caisse. Et du coup, corrélativement, sans doute à cause de ça, mais peut-être pas que à cause des sollicitations, on a une baisse du taux de réponse. Donc par exemple, pour une enquête sur l'éducation aux États-Unis, une enquête téléphonique, on est passé de 81% de taux de participation en 91 à 53% en 2007. Donc ça baisse quand même significativement. En France, c'est moins clair, parce qu'on n'a pas la même tradition de documentation des taux de participation. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, hein, mais ce n'est pas toujours normé et ça varie d'un institut à l'autre. On ne s'est pas toujours attaché à avoir... D'abord, on ne fait pas toujours des enquêtes répétées. Donc on n'utilise pas toujours les mêmes méthodes exactement. Et du coup, c'est un peu compliqué. Mais néanmoins, ça baisse aussi. Hein. Donc, alors, ça s'est stabilisé depuis quelques années, le mode de calcul, encore que. Il y a eu des recommandations de l'American Association for Public Opinion Research par rapport. Et donc depuis, il y a quand même des recommandations, les gens essayent de suivre ça. Donc aux États-Unis, c'était déjà un petit peu installé dans les gros organismes. En France, pas du tout. Donc la CSF, par exemple, en 92, il n'y a pas vraiment de calcul bien fiable du taux de participation, la première enquête téléphonique. Il y a des éléments, hein, mais c'est pas très convaincant. CSF, en 2006, ça a été raté, donc il n'y a pas de calcul de taux de participation. On connaît juste le taux d'acceptation des ménages lorsqu'ils ont été contactés, qu'on a pu déterminer que c'était un ménage. C'est 75%. Mais tout ce qui est en amont, ce qui est la phase la plus problématique, on ne l'a pas. Fécond en 2010, alors nous on a calculé 45% de taux de participation. Je vous en parlerai un peu plus loin. Alors en fait, c'est un taux qui est sous-estimé, ça j'en suis sûr, c'est moi qui l'ai fait. Donc il est très pessimiste, donc c'est pas très vendeur par rapport à ce que promettent les autres instituts de sondage ou les autres enquêtes, mais je pense que c'est quand même assez près de la réalité. Et les baromètres santé, ils indiquent 60%, sans véritable baisse entre 92 et 2014. En fait, ça c'est des calculs qui sont fournis par les instituts de sondage et un petit peu remaniés par l'INPES. Mais en fait, si on regarde un tout petit peu avec les informations qu'ils donnent, on est plutôt aux alentours de 50% et avec une baisse continue sur les 14 dernières années de 55 à 44%. Et c'est surestimé, c'est sûr, parce qu'ils n'ont pas toutes les infos détaillées. C'est une certitude. Donc il y a quand même des éléments qui montrent qu'il y a une baisse. Mais on est en plus en France dans une situation où on a du mal, sur les enquêtes un peu anciennes, à calculer même ne serait-ce qu'un vrai taux de participation. Donc c'est un peu le bazar. Alors pour vous dire voilà, le nombre de trucs, sur l'enquête Fécond, qui a été réalisée à l'INSERM et l'INED en 2010, on a eu 8645 répondants de 15 à 49 ans. Donc c'est une enquête sur la santé sexuelle et reproductive. Génération aléatoire de numéros fixes et mobiles, un tri sur les racines arsènes, 92 516 numéros actifs appelés, c'est-à-dire que les faux numéros repérés par automate d'appel et ceux qui étaient pas ouverts, on les a virés. On a quand même 54 700 numéros non éligibles, 25 000 numéros à l'éligibilité inconnue, voilà, et donc le reste c'est des numéros éligibles, et on a 45% de taux de participation, 20% de refus et d'abandon, 30% de non-contact, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que c'est que ces numéros, et 5% d'impossible d'interviewer. Donc pour vous le dire, on a été... Il ne faut pas faire ça, hein, mais pour des raisons méthodologiques, on avait poussé les conditions de rappel à leur maximum. On a appelé jusqu'à 350 fois un même numéro. Bon, il n'y en a qu'un seul, hein, comme ça. Le protocole ne prévoyait pas d'aller jusqu'à 350. Le protocole prévoyait de faire 20 appels. S'il ne se passe rien, on arrête. Par contre, s'il se passe un truc, on remet 20 appels. Donc des fois, il y a eu des rendez-vous, des décrochés, des machins, tout ça. Donc du coup, ça traîne. Bon, il n'y en a eu qu'un. Et on a passé un questionnaire après 158 tentatives. Donc c'est carrément de l'acharnement. On a rappelé 2 fois les refus, les deuxièmes refus, certains on a essayé de les payer et tout. Enfin bref, on a fait des choses qui ne sont pas... On s'est bien amusé. Ça donne des indications en fait sur la nature des personnes qu'on obtient. Et c'est utile sur le plan méthodologique, mais on ne le répliquera pas. D'ailleurs, on ne l'a pas répliqué. Sur des trucs... voilà. Le vrai problème là-dedans, c'est... bon, il y a les refus et les abandons, ça c'est ennuyeux, mais au moins on a de l'information parce qu'on a eu une personne qui a commencé à répondre au questionnaire. Par contre, c'est les 30% de non-contact. Ça c'est plombant, parce qu'on ne sait même pas si c'est des ménages. Donc ça c'est très compliqué. Donc c'est à cause de ça qu'on a un taux de participation de 45%. Alors c'est là-dessus que moi j'ai été pessimiste en jugeant que la part de numéros éligibles était faible là-dedans. Il y a des gens qui filtrent de façon systématique, qui ne connaissent pas un numéro. Donc voilà. Donc ça c'est pour vous donner un peu le contexte. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on... Donc c'est un peu le bazar, hein. Il faut être très honnête. Alors, maintenant je vais vous parler d'un truc un tout petit peu plus technique. Donc il y a plusieurs types de données qui sont collectées dans une enquête. Alors, on a ce qu'on appelle les données d'enquête ou les données thématiques. C'est les réponses au questionnaire. Donc ça c'est les gens qui répondent.
c'est une petite minorité, hein. Rappelez-vous, là on a 92 000 numéros appelés et on a 8645 répondants. Petit, hein. Donc on a des données sociodémographiques et thématiques, ce sont les données. Après, on a ce qu'on appelle les orthodonnées. Donc, théoriquement, on devrait en avoir. Dans les enquêtes téléphoniques, on en a rien, enfin quasiment rien. Elles existent, mais elles ne sont pas accessibles. Après, on a les paradonnées. Alors les paradonnées, c'est les variables qui sont produites lors du processus de collecte. Alors dans une enquête téléphonique, c'est assez évident, on a tous les historiques d'appels. Donc ça fait des fichiers monstrueux, parce qu'en fait, voilà, on a, pour chaque appel, on a un numéro d'enquêteur, ça peut être passé par un enquêteur différent, et un enquêteur peut avoir de l'importance pour collecter de l'information, ou voilà, un refus ou une acceptation. On a une heure, une date, on a l'issue de l'appel. Des issues, il n'y en a pas une ou deux comme on pourrait imaginer, hein. Il y en a à peu près, pour des raisons techniques et de gestion, il y en a une cinquantaine. Suivant le type de refus, le type de réponse, le type de problème qu'il peut y avoir sur la ligne, d'informations qui sont laissées, etc. On distingue 50 issues. Donc ça fait des bases assez grosses à étudier, mais elles sont potentiellement pleines d'informations quand même. Parce que notamment elles renseignent sur l'accessibilité des personnes. Et elles sont liées à la participation évidemment, parce que plus le nombre d'appels augmente, moins on a de chance d'avoir quelqu'un, donc ça permet de prédire la participation. C'est possiblement lié au thème de l'enquête, parce que évidemment une accessibilité faible par le téléphone, lorsqu'il y a des gens derrière, c'est qu'ils ont un mode de vie particulier, donc ils sont probablement particuliers. Donc ça doit être lié au thème de l'enquête, et on peut le vérifier. L'intérêt des paradonnées, alors les données d'enquête, on les a que sur les répondants, donc c'est très ennuyeux, parce que tous les non-répondants, on n'a rien. Les orthodonnées, dans le téléphone, on n'en a pas vraiment, hein, mais les paradonnées, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a sur toutes les unités statistiques, que ça marche ou pas, que ce soit un volet roulant ou pas. Et donc, ça peut être potentiellement utile pour faire un traitement post-collecte des données. Je vais vous en parler un tout petit peu, c'est quand même assez complexe. Et sur les enquêtes téléphoniques, il y a peu de monde qui tente le coup. Alors qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a fait une enquête téléphonique? On a respecté le protocole, on a suivi le terrain, on a vérifié que les enquêteurs ne pipotaient pas lorsqu'ils ont enregistré les issues d'appel, parce qu'il y a aussi tout cet aspect métrologie, en fait, qualité de la mesure. Donc il y a la mesure dans le questionnaire, la sincérité des réponses aux questions, mais il y a aussi évidemment la sincérité des codages des enquêteurs. Donc il y a une partie des paradonnées qui sont codées de façon automatique, c'est l'automate d'appel qui fait, la date, l'heure, l'issue de l'appel lorsque c'est un répondeur, un truc comme ça, c'est codé automatiquement, la machine le détecte. Par contre, lorsque c'est un refus, c'est souvent l'enquêteur qui code. Lorsque c'est un rendez-vous, c'est l'enquêteur qui code. Lorsqu'une personne a été sélectionnée ou pas, c'est l'enquêteur qui code. Donc il peut y avoir des erreurs. Ça, c'est important pour décrire la qualité du processus. Si on oublie tous ces problèmes de mesure liés à l'enquêté et à l'enquêteur, il nous reste donc les données d'enquête et les paradonnées. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, traditionnellement, comme on n'a rien, on n'a pas de données auxiliaires, on n'a pas d'orthodonnées, le seul truc qu'on fait dans une enquête téléphonique, c'est ce qu'on fait, on fait un calage sur marge. C'est le deuxième item là. Donc en gros, c'est qu'on va rendre notre échantillon de répondants représentatif de la population cible, c'est-à-dire de la population française, peu ou prou. Là aussi, il y a un petit problème quand même. C'est-à-dire que par exemple, pour Fécond, c'était 15-49 ans, et on a nos répondants qui sont âgés de 15 à 49 ans par définition. On a les totaux par exemple, de cadres, de femmes, de diplômés, etc., qui sont fournis par l'INSEE grâce au recensement de la population ou grâce à une autre enquête de référence comme l'enquête d'emploi, par exemple. Et donc, on a ça pour la population française. Alors, ce sont des estimations, même le recensement, c'est pas top, hein. Après, vous voyez bien que pour passer un questionnaire au téléphone, il faut quand même faut pas être sourd déjà, il ne faut pas être trop bègue, il ne faut pas être muet, il ne faut pas être handicapé mental ni moteur. Il faut maîtriser la langue. Donc il y a des conditions aussi qui ne sont pas forcément bien décrites dans les données d'enquête de l'INSEE. Ça aussi, c'est des marges des enquêtes, c'est un peu une imprécision. Donc on va dire qu'on néglige ces petits problèmes de capacité à répondre. Et donc on va se dire, on va prendre les totaux de répondants des différents types, sexe, âge, diplôme, de nos échantillons de répondants, et on va les grossir pour les donner, on va les déformer, pour arriver à la distribution qu'on a grâce aux données de calage, aux données externes qui proviennent de l'INSEE. Ça, c'est l'opération la plus simple. C'est super bien comme technique. Ça permet de corriger de la non-réponse totale, en large partie. Ça permet de réduire la variance. Ça a très bonne propriété statistique, mais ça repose sur des hypothèses.
On fait ça dans les enquêtes téléphoniques parce qu'on n'a rien d'autre pour le faire. On n'a que les données des répondants. Mais dans les autres enquêtes, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait aussi une correction de la non-réponse totale. C'est-à-dire que quand on a une base de sondage avec des données auxiliaires, des orthodonnées, eh ben on peut prédire la participation des unités statistiques, qu'elles aient répondu ou pas, évidemment. Et du coup, ça, on peut améliorer la représentativité de l'échantillon. On peut faire un calage direct, ensuite, en plus. Et quand on peut faire les deux, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand les variables en jeu sont différentes, ou sont utilisées de manière très différente, ça améliore drôlement la précision et le biais, enfin l'élimination du biais qu'on peut faire. Donc dans une enquête téléphonique, déjà on ne peut pas faire les deux, par définition, ou presque. Donc on peut faire que du calage, donc c'est une limitation. Et alors le calage, ça marche super bien. Évidemment, l'hypothèse, c'est que le lien entre les variables thématiques de l'enquête et les variables de calage, pour que ça marche bien, il faut qu'ils soient identiques chez les répondants et chez les non-répondants. Parce que vous faites une hypothèse en fait. Vous rendez l'échantillon représentatif. Mais ce qui vous intéresse, c'est pas d'avoir un échantillon représentatif. Dans une enquête sur la santé sexuelle et reproductive, vous ne voulez pas calculer le nombre de cadres qu'il y a dans la population. C'est pas ça qui vous intéresse. Sinon, vous prenez le recensement de la population, c'est bien plus précis. Vous voulez savoir quelle est la proportion de cadres qui, ceci, cela, par exemple. Donc, vous faites l'hypothèse que lorsque vous avez le bon nombre de cadres, parce que vous l'avez grossi, et que donc vous avez mesuré votre variable d'intérêt parmi les cadres, vous avez la bonne estimation pour la variable d'intérêt. Comme le grossissement, si j'ose dire, il consiste à remplacer les non-répondants par des répondants, l'hypothèse, elle marche bien si vous faites, enfin, le calage, il marche bien si la distribution des variables d'intérêt par rapport aux variables de calage, aux variables sociodémographiques, est la même chez les répondants et les non-répondants. C'est assez évident comme truc. Et ça, c'est assez invérifiable dans une enquête, la plupart du temps, mais on a quand même de grosses présomptions pour montrer que c'est faux. Alors, le problème, on est sûr que c'est faux. Je veux dire, si on est extrêmement précis, c'est faux. Après, à quel point c'est faux. Mais il y a quand même des éléments qui montrent que c'est quand même parfois un petit peu critiquable. Et comme je vous le disais, il y a un grand nombre de numéros à l'égyptien inconnu, donc ça, on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, ce qu'on sait, c'est que les efforts qu'on entreprend pour joindre les répondants au téléphone, et c'est vrai dans toute enquête, mais notamment au téléphone, sont liés aux variables d'intérêt, et ce, de façon différentielle. Donc ça a été montré dans toute la série des enquêtes sur la sexualité qui ont été menées par l'INSEE Ménil, en CSF, Recon et Fécon. On a publié un papier là-dessus en 2014 ou 2013, je ne sais plus, dans Public Opinion Quarterly, où on a pu montrer que avoir un refus, ça a un impact sur les caractéristiques sociodémographiques des gens, mais avoir été interrogé après plus de 20 appels aussi. Ça n'a pas tout à fait le même impact. Donc ça montre qu'il faut mieux... on améliore la représentativité de l'échantillon, mais à certaines conditions. Donc il y a des arbitrages à faire. Mais en gros, ce qu'on peut montrer, c'est que l'hypothèse, si on se dit que avoir refusé une fois ou deux fois, ou être rejoint après un très grand nombre d'appels, c'est signe d'une contactabilité défaillante, difficile, on se place en fait dans l'idée qu'il y a un peu un continuum, au moins jusqu'à un certain point, entre les gens qui sont très faciles à joindre et qui participent aux enquêtes et ceux qui ne participent pas. Et si à mi-chemin de ce continuum, on montre que les gens qui acceptent sont un peu différents des autres, on a de fortes raisons de penser que ceux qui ne participent pas du tout, ils sont aussi très différents. Et ceux-là, on ne les représentera pas du tout. Ou très mal, en tout cas. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général pour améliorer tout ça ? Avoir des informations supplémentaires sur les numéros de téléphone, je vous montrerai que c'est peut-être possible, mais la plupart du temps, ça ne l'est pas. On augmente le nombre de tentatives d'appel, donc dans Fécon, on y a été franco, quoi. On s'en est pas vanté à la CNIL, mais on l'a fait. Il y a quand même une limite d'efficacité, c'est-à-dire qu'on finit toujours par avoir des entretiens, si on insiste, si on n'est pas très regardant sur la déontologie et tout ça, mais au bout d'un moment, ça ne rapporte pas grand-chose. Il faut être honnête, c'est très coûteux, puis ça prolonge la durée de collecte, c'est complètement idiot, donc il faut s'arrêter. Et puis quand les gens décident de ne pas répondre, ils décident de ne pas répondre. Je veux dire, ça ne sert à rien d'insister, on est filtré, on est filtré. Néanmoins, par exemple, dans Fécon, 10% des questionnaires ont été recueillis après 20 appels minimum, et puis si on essaie de convertir les refus, donc un refus ménage, ça peut être c'est pas le moment d'appeler en fait, on va changer bébé, donc on se fait raccrocher au pif, on refuse, on essaie de rappeler 15 jours après, un jour et une heure différente, on tombe sur quelqu'un d'autre, c'est un moment plus favorable, ça peut fonctionner. On a 19% des questionnaires qui ont été recueillis par après au moins un refus, donc c'est pas complètement inutile. Après 2 refus, je sais plus, je crois que c'est 6%. Voilà. Donc on peut faire ça, mais ça a des limites aussi. Quand les gens filtrent, les gens filtrent.
Alors, comment améliorer les choses? Donc là, je vous ai parlé du téléphone. On peut se dire, ouais, mais il n'y a pas que le téléphone dans la vie, on peut envisager de faire autre chose, notamment un truc qui est très super et très à la mode, c'est les enquêtes sur Internet. J'en parlerai un petit peu. On peut envisager d'utiliser les paradonnées pour une correction de la non-réponse totale. Alors ça, on n'est pas nombreux à tenter le coup, je vous le dis tout de suite. Après, réduire la part d'inéligibilité inconnue. Donc là, au minimum, ce qu'il faudrait, ce serait soit améliorer le calcul du taux de participation. Ça, c'est possible de façon pas très contraignante en demandant aux opérateurs l'analyse des numéros qu'on n'a jamais réussi à joindre. Leur demander si c'est des vrais numéros, quoi, par exemple. Ça, c'est possible. Donc, on peut le faire et améliorer le taux de participation, mais on pourrait envisager d'avoir de l'information au numéro de téléphone. Une information qui n'est pas disponible, idéalement, au départ, mais qu'on peut demander a posteriori, moyennant finance. Et bon, je vais vous en parler un tout petit peu après. Et on peut essayer de réduire le défaut de couverture. Voilà. Alors, en fait, ce dernier point, c'est la même chose que le premier, en fait. Je vais le traiter de la même façon. Alors, juste un petit mot sur les modes de collecte. Voilà, vous avez une idée des différents modes de collecte qu'on peut avoir. En fait, il n'y a pas que le téléphone. Hein. Donc, il y a le papi, le bon vieux papier-crayon. Le CAPI, donc ça c'est quand il y a un ordinateur, mais que c'est un enquêteur qui pose les questions. Il y a le CASI, donc là c'est l'enquêteur il a l'ordinateur mais il a le casque sur la tête, la plupart du temps c'est ça. Le CAWI, donc là c'est l'interviewé, il est chez lui, c'est sur le web, et il répond sur son ordinateur. Il y a le CATI, c'est ce qui est utilisé dans toutes les enquêtes téléphoniques, Computer Assisted Telephone Interview, c'est-à-dire que l'enquêteur il ne pose pas les questions avec un questionnaire papier, mais c'est informatisé. Après, il y a les variantes, le TAPI, le TASI, le SAPI, le SASI, tout ça. Alors, à l'INED, nous, on fait du CATI pour les enquêtes téléphone. On fait aussi alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est du TASI. On fait avec une tablette sur un projet longitudinal. Mais pour l'enquête virage, je vais vous en parler, on fait aussi du CAWI. Je vais vous montrer un peu à quoi ça sert. Alors, il faut savoir que le mode de collecte, c'est un problème aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mode de collecte qui soit a priori meilleur que les autres, qui ne sont pas neutres, aucun. Et donc, pourquoi? Parce que les canaux de communication qui mobilisent ne sont pas les mêmes, verbal, non-verbal, paralinguistique, etc. Les conventions d'usage des médias ne sont pas les mêmes. Faire une enquête téléphonique en France, c'est relativement simple, enfin, quand on ne se fait pas acheter par enquêter. Mais par exemple, au Japon, c'est très compliqué, parce que quand on appelle chez quelqu'un, on est l'invité, en fait, donc on ne peut pas poser des questions. Donc, c'est compliqué. Enfin, j'exagère un peu, mais le contexte culturel, c'est ça quand même. Donc c'est gênant. Il y a l'effet enquêteur, c'est-à-dire qu'avoir un enquêteur, c'est très bien, parce que ça permet de clarifier, de relancer, de motiver les gens, de leur dire mais si vous allez voir après, c'est super, et puis là, c'est bientôt fini, etc. Mais par contre, évidemment, ça peut inhiber certains types de réponses. Dire qu'on est homosexuel ou qu'on a tel type de comportement pas très valorisé, c'est pas très valorisant, donc on a tendance à pas le dire, par exemple. On peut aussi, de manière plus générale, tenter de donner une bonne image de soi, c'est ce qu'on appelle le biais de désirabilité sociale. Voilà. Donc l'enquêteur, ça permet de stimuler, ça évite ce qu'on appelle le satisficing, c'est-à-dire le fait de répondre toujours la même chose en disant ouais, d'accord, plutôt. L'enquêteur, il peut relancer pour dire allez, on se motive. Ce qui est sur Internet, c'est pas le cas, hein. Mais par contre, évidemment, il gêne la déclaration de certains comportements. Voilà, donc en général, par rapport à un questionnaire auto-administré, où là il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'effet enquêteur, entre guillemets, on peut montrer que les comportements stigmatisants ou stigmatisés sont moins déclarés au téléphone. Ça aussi c'est un truc à prendre en compte, c'est-à-dire qu'en fait on est à un certain biais lorsqu'on fait une enquête téléphonique. Et à la mesure des choses on a un biais de couverture, j'en parlerai un petit peu, il y a des gens qui répondent jamais au téléphone, voilà. Donc ceux-là on ne les a pas, mais on a aussi évidemment un effet mode de collecte. Et pour certains trucs, comme par exemple les comportements sexuels ou la violence, c'est un vrai problème. Donc on est certain, même s'il n'y avait pas de non-réponse totale, si tout le monde participait, on est sûr qu'on sous-estimerait les prévalences. C'est certain. Donc voilà. Par ailleurs, il peut y avoir au sein de l'enquête des effets enquêteurs. C'est-à-dire qu'il y a des enquêteurs qui sont désagréables, qui ont une voix rugueuse, qui ne sont pas très polis, donc qui n'incitent pas à la déclaration d'un certain nombre de trucs. Il y en a, je veux dire, c'est humain. Hein. Et puis il y a aussi des gènes, même si les gens sont gentils et bien polis, etc., on peut avoir tendance à vouloir plutôt préférentiellement confier un certain nombre de trucs à un enquêteur du sexe opposé ou à quelqu'un qui a tel type d'accent parce que voilà, moi je suis antillais, lui aussi, donc c'est sympa, des choses comme ça, il y a des effets. Et le sexe de l'enquêteur, c'est un effet qui joue beaucoup. Voilà. Par exemple, dans Virage, là, on vient d'avoir les données, on commence à travailler sur le redressement,
et ben, pour les femmes, le fait de se déclarer lesbienne, ben, il y a 35% de plus de déclarations d'expérience lesbienne, enfin de sentiment d'être lesbienne, lorsque l'enquêtrice, enfin lorsque l'enquêteur est une femme, que lorsque c'est un enquêteur. Donc c'est pas rien du tout. C'est sur un tout petit truc, hein, on est une mesure qui est de l'ordre du pourcent, quoi. Mais dans un cas c'est 1%, dans l'autre cas c'est 1,5%, enfin 1,4%. Donc c'est, pour la mesure générale, c'est important, quoi. Voilà. Alors, les effets de mode de collecte qui sont massifs, hein. Il ne faut pas le perdre de vue. Et ça aussi, c'est un problème indépendamment de l'échantillonnage. Donc, par exemple, l'INSEE a mené l'expérimentation en 2013 sur l'enquête CVS, l'enquête de victimation. Alors, super bien faite, hein, c'est l'INSEE, etc. Voilà, avec base de sondage et tout, 25 000 personnes interrogées. Voilà. Et donc, ils ont fait un truc, ils ont distribué, ils ont plein de moyens, l'INSEE, donc ils connaissent tout le monde dans les ménages. Donc, ils ont proposé à des gens de répondre sur Internet plutôt qu'avec l'enquêteur. C'est enfin une vraie expérience randomisée, quoi, dans l'enquête. Gros échantillon, hein, 10 000 personnes, donc c'est pas rien. Et ils ont montré qu'avec toutes les corrections qu'on veut faire, les ajustements, les calages et tout ça, ben en fait, les vols avec violence, ils étaient 2 fois plus déclarés sur Internet qu'en face à face, en face à face. C'est pas l'enquêteur qui pose ces questions, hein. L'enquêté, il a un casque et il a l'ordinateur. Mais l'enquêteur, il est à côté. Ça gêne aussi quand même, peut-être. Et les vols sans violence, ben, c'est 2 fois plus aussi. C'est pas rien du tout, vous voyez ce que ça donne en termes d'image, c'est pas du tout la même chose. Alors nous on a fait ça aussi dans Fécond, on a répliqué l'enquête Fécond téléphone, là, dont je vous ai parlé. Alors nous on l'a répliqué, on s'est dit, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on n'a pas pu faire une expérience de grande ampleur. Donc nous on l'a répliqué sur un panel internet, un panel commercial, le panel d'Ipsos, en 2011. Il y avait à l'époque 450 000 personnes dans ce panel, c'est quand même pas rien. Des chômeurs, des vieux, des jeunes, de tout. Non, mais vraiment c'est très divers. C'est pas représentatif du tout, hein. Mais on peut trouver des échantillons qui sur les variables qu'on observe sont représentatifs, mais il y a plein de biais pour être sur un panel comme ça. Mais néanmoins c'est pas cher. Donc on a répliqué Fécond. Donc le questionnaire a été un peu plus long sur internet, mais peu importe. Donc pour vous dire un truc, 210 jours de collecte, 2 jours travaillés de collecte pour le téléphone, hein. Enfin 145 jours de travaillé, et internet 34 jours de collecte. Voilà. Pour la même taille d'échantillon, hein, du 1900. C'est pas du tout pareil. Le coût c'est de 1 à 12. Voilà. Donc, alors au téléphone, comme je vous le disais, on a rappelé un nombre de fois indicible. On a rappelé les refusants, on a même payé un tout petit peu les ultimes refusants. Sur Internet, on a envoyé plusieurs emails de relance, on les a privés de sollicitations commerciales pendant 15 jours. Ça a été très difficile à négocier avec Ipsos, mais on a réussi à l'avoir. Donc ils ne font pas de relance d'habitude, hein. Puis les gens sont soumis à un questionnaire chaque semaine. Ils répondent s'ils veulent, tout le monde s'en fiche de toute façon, donc c'est très bien. Mais quand on veut faire un truc un peu sérieux, il faut quand même essayer d'améliorer la participation. Donc téléphone 45%, de participation, Internet 20%, plein d'abandons, 15%, alors que là, 4% en téléphone, donc c'est différent. Mais alors surtout, on cale l'échantillon sur la population de référence. Hein. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a comme truc? Alors nous, il y a 9 variables d'intérêt qu'on a étudiées. Les comportements communs majoritaires, donc c'est avoir eu un rapport hétérosexuel au cours de sa vie, tout rapport sexuel au cours des derniers mois, dernier rapport sexuel avec le partenaire régulier, un seul partenaire pour toutes les grossesses, donc ça concerne moins de monde, mais c'est relativement fréquent quand même. Donc là, vous avez les N et les pourcentages Internet et téléphone, et puis les écarts. Vous voyez que les écarts sont plutôt faibles, une fois qu'on a corrigé, qu'on a rendu les échantillons comparables en termes de structure sociodémographique. Alors néanmoins, on s'aperçoit d'un truc, c'est que quand même les hommes, ils se vantent beaucoup plus au téléphone que sur Internet. Donc par exemple, ils déclarent beaucoup plus avoir eu un rapport sexuel au cours de leur vie au téléphone que sur Internet. 91% contre 88%. Les femmes aussi. Il y a des écarts comme ça qui sont assez genrés, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc sur les rapports homosexuels, notamment au moins 5 partenaires homosexuels différents au cours de la vie, les rapports sexuels forcés au cours des 2 derniers mois. Donc c'est ce qu'on a appelé grossièrement les comportements stigmatisés. Il faudrait mettre des guillemets, hein, je ne les mets pas. Vous avez des déclarations sur Internet qui sont beaucoup plus fréquentes. Les différences relatives sont énormes, quoi. 8% contre 3%, etc. Donc je ne dis pas que l'échantillon Internet est représentatif, hein. Je pense qu'il ne l'est pas. Et on est sûr par contre que l'échantillon téléphone sous-estime. Donc peut-être que c'est entre les deux, on ne sait pas trop. Mais il n'empêche que c'est compliqué et on n'arrive pas à les rendre comparables, les mesures. Et enfin, pour les comportements genrés, au moins 5 partenaires hétérosexuels différents au cours de la vie. Vous voyez, sur le téléphone, les hommes ils sont 47% à dire qu'ils ont eu au moins 5 partenaires sexuels,
contre 38% sur Internet, alors que les femmes, c'est le contraire. Donc là, il y a un truc, du coup, on se disait, est-ce que ces chiffres sont fondés ou pas, est-ce que ça va dans le bon sens? Et on pense que oui, c'est-à-dire que toutes les enquêtes montrent que les hommes ont tendance à se vanter sur leur conquête sexuelle, et donc ça a l'intérêt de se vanter quand on peut se vanter. Quand on peut se vanter face à un interlocuteur, face à un ordinateur, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc on interprète ça comme ça. Voilà. Donc ça semble, disons, compatible avec ce qu'on sait. On a testé les effets d'interaction, etc. Et il se trouve qu'il y a des effets d'interaction au final, mais on peut montrer que la plupart du temps, quand il y a des interactions significatives, les effets sont dans le même sens. C'est-à-dire que c'est une différence d'amplitude de l'effet. Par exemple, l'effet entre diplôme et rapport sexuel forcé. Ça va être déclaré de la même façon à peu près, plus sur Internet qu'au téléphone, mais avec les mêmes facteurs associés. Par contre, il y a quand même un certain nombre de variables où les effets sont totalement opposés. L'association entre les variables sociodémographiques et les variables d'intérêt sont de signes opposés entre le téléphone et Internet. Donc ça pose question quand même. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas les mêmes prévalences lorsqu'on ajuste les deux échantillons, mais en plus, lorsqu'on fait des trucs multivariés, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui varient dans les sens opposés. Alors c'est pas beaucoup, c'est 5% de ce qu'on a pu tester. C'est pas grand-chose, mais quand même ça pose question. Donc voilà, là aussi on peut montrer que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est long. Bon, alors je vais aller plus vite. Sur les paradonnées, alors donc du coup ça pose la question de savoir si on fait une enquête complémentaire sur Internet, comment on agrège les données. Ouais, vous avez vu qu'il y avait un énorme effet mode de collecte, donc c'est pas facile de savoir si mettons qu'on a un échantillon aléatoire de personnes sur Internet, qu'on parle, est-ce qu'on peut réintégrer les questionnaires Internet pour les mettre avec le téléphone? Sans doute oui, parce qu'on peut penser que ça améliorerait la mesure globale, mais jusqu'à quel point, quoi, puisque il y a peut-être des surdéclarations aussi sur Internet. Donc ça pose question. Alors sur les paradonnées c'est les historiques d'appel, donc ça fait des bases monstrueuses. Comme je vous disais, c'est lié à la non-réponse, mais aussi potentiellement aux variables d'intérêt de l'enquête. On peut montrer qu'effectivement, il y a un lien entre les paradonnées, donc le nombre d'appels, le nombre de refus, voire les heures et les jours d'appel, et les issues, et les variables d'intérêt de l'enquête, même si on ajuste sur les variables sociodémographiques. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment porteuses d'informations. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc nous on a voulu tester, parce qu'en fait tout le monde dit que c'est peut-être possible, mais on ne sait pas trop, donc moi je me suis dit on va regarder quoi. Donc on a pris Fécond, et on s'est dit qu'on allait essayer de voir si on pouvait faire une correction de la non-réponse totale avec les paradonnées, avant de faire un calage. On fera toujours un calage parce qu'on ne pourra jamais présenter de résultat d'une enquête où le pourcentage d'hommes, de femmes, etc. ne représente pas celui de la population cible. C'est juste pas possible. Donc on fera un calage. Mais la question c'est, est-ce qu'on se contente d'un calage comme d'habitude, ou est-ce qu'on rajoute d'abord une correction de la non-réponse totale qu'on aurait modélisée avec les paradonnées? Donc nous on a voulu tester ce truc-là. Parce qu'on a pu montrer qu'il y avait de l'information dans ces paradonnées. Donc on a construit un outil de simulation. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais en fait on va pouvoir simuler de la non-réponse. On prend l'échantillon de répondants, on va considérer que c'est la population. Et on va trouver cet échantillon de répondants suivant tous les mécanismes qu'on veut. Alors, suivant les paradonnées uniquement, comme ça c'est faisable, c'est facile. Il suffit on prend l'échantillon total répondant et non répondant, on modélise la probabilité d'être répondant avec les historiques d'appel, on a une probabilité, et puis voilà, on peut trouver l'échantillon de répondant avec ça. Suivant les variables sociodémographiques, alors ça c'est facile, on a aussi, même si c'est pas parfait, on sait que on observe notre échantillon de répondants. On voit qu'il n'y a pas assez d'hommes, pas assez de peu diplômés, pas assez de gens en ville, etc. Ça on le voit, parce que les gens ont répondu. Donc on le cale, pour le rendre représentatif de la population française sur la base du recensement. Donc on a un poids de calage. Ce poids de calage, il reflète la difficulté à joindre les gens, par définition. Et donc à joindre les gens et à ce qui participent en fait. Donc on peut utiliser ce poids de calage comme une espèce de proxy, et on peut le composer à façon, pour représenter une difficulté à joindre les gens suivant leurs caractéristiques sociodémographiques. Donc on peut tout à fait simuler ça. Et après, le plus important, c'est les variables d'intérêt. Ce qui est très difficile à modéliser, c'est est-ce qu'on peut redresser un échantillon, est-ce que ça a un intérêt, lorsque la non-réponse, la participation à l'enquête, dépend de la variable d'intérêt. Or, dans le cas des variables, par exemple, type violence, pour virage, ou type comportement sexuel, notamment orientation sexuelle, dans Fécond, on a de bonnes raisons de soupçonner qu'il y a une partie de la population qui est sous-couverte par l'enquête. C'est pas qu'en fait elle ne sera pas techniquement joignable, c'est qu'elle ne participera jamais.
Et on ne le saura pas. Parce que c'est des gens qui ne répondront pas aux appels parce qu'ils ont un mode de vie ou une trouille du téléphone, parce qu'ils ont été victimes de violences par exemple, qui font qu'ils ne décrocheront pas leur numéro lorsqu'ils ne connaissent pas le numéro. Ils ne décrocheront pas leur téléphone. Donc on peut se dire qu'il faut tester l'utilité des paradonnées pour, par exemple, pour redresser l'échantillon lorsque la participation à l'enquête dépend des variables d'intérêt. Donc on peut, alors pour le faire, quand on a pris les variables d'intérêt des répondants, on a fait une ACP, on a pris les 2 premiers axes et on a calculé des probas suivant les axes, enfin la position sur les axes complètement. On normalise ça entre 0 et 1. Voilà, et donc on a un truc qui est, ça ne va pas marcher. Voilà, on a un truc comme ça, donc peu importe, hein, mais on a une probabilité calculée, simulée en fait, de non-réponse, qui vaut alpha, c'est un paramètre qu'on va donner. 1 moins la probabilité liée aux paradonnées, ça c'est une modélisation qu'on se donne, on met les paradonnées qu'on veut, donc les historiques d'appel qu'on veut. La probabilité des sociodémographiques, donc c'est le dérivé des variables sociodémographiques, donc du poids de calage, celui qu'on veut. Et ensuite l'axe 1 des variables d'intérêt, donc on peut mettre une variable si on veut, si on veut tester sur une variable, et l'axe 2 si on veut, c'est pas obligé. Et donc on a une probabilité, tout ça c'est normé pour chaque truc va entre 0 et 1, là, chacune des parenthèses. Et donc, alpha, bêta, gamma, on le met dans R, comme on veut. Et donc, on peut moduler totalement n'importe quel mécanisme de non-réponse. Voilà. Nous, on a testé sur 7 mécanismes en prenant les variables, les paramètres alpha, bêta, gamma et gamma 2 dans 0,1. Et on a fait sur 200 échantillons simulés. Et le calage qu'on a utilisé, parce que l'idée, c'est est-ce qu'on fait mieux qu'un calage direct. Donc, on a pris un calage direct, on n'a pas pris toutes les variables qui avaient été utilisées pour faire la probabilité SD sur les variables ici là qui dépendent du calage, on en a pris moins évidemment. C'est en se disant qu'on prend tout ce qu'on peut pour fabriquer le mécanisme de non-réponse et on va dire qu'on ignore une partie de l'information pour redresser. Ce qui est logique parce qu'on est toujours dans cette situation-là où on ignore des trucs. Donc on va dire qu'on redresse sur 5 variables le calage. Et donc l'idée c'est qu'on va comparer les résultats empiriques simulés sur 200 simulations entre l'estimation en moyenne sur les 9 variables d'intérêt de Fécond, biais et variance empirique, calage direct d'un côté, correction de la non-réponse totale et calage de l'autre. Donc c'est de la simulation. Donc là c'est la structure des corrélations qu'on a dans notre échantillon, peu importe. Et voilà ce qu'on a au final. Donc là il y a les 7 mécanismes. Donc c'est la moyenne sur standard deviation, c'est la standard deviation empirique par rapport à l'échantillon de répondants pris comme référence, comme population cible. Le biais, c'est le biais, le RMSE, c'est l'écart quadratique moyen. C'est le biais racine carrée de biais au carré plus variance. Donc si on prend un mécanisme qui ne dépend que des paradonnées, donc la participation à l'enquête dépend que de ce qu'on observe sur les historiques d'appel. Alors, c'est vrai, je veux dire empiriquement, mais ça n'a aucun sens en fait. Les gens ils participent pas parce qu'ils ont un historique d'appel, ils participent parce qu'ils ont aussi des caractéristiques qui génèrent un historique d'appel. Mais bon, on peut quand même le faire. Si on modélise la participation qu'avec les historiques d'appel, on augmente, on améliore franchement les estimations en moyenne, par la précision, l'écart quadratique moyen, le RMSE. Par contre, la variance, on est quand même pas très loin. Ça c'est sûr. Même si en moyenne, c'est pas mal. On est à moins 8,5% par rapport à un calage direct. Mais ça n'a aucun sens, c'est totalement irréaliste. C'est un mécanisme déconne. Si on fait un mécanisme qui dépend des variables des paradonnées, mais aussi des variables sociodémographiques, c'est-à-dire c'est le fait d'être ouvrier au chômage qui détermine le fait d'avoir des chances de participer à l'enquête, plus le fait d'avoir un historique d'appel donné, c'est-à-dire une accessibilité au téléphone, on a quelque chose qui est plus réaliste. On augmente un peu la variance moyenne, mais par contre le RMSE il est quand même diminué. Etc., etc. Donc on peut tout simuler et on peut même montrer que dans le cas le pire, où la non-réponse elle dépend totalement des variables d'intérêt, là on ne gagne rien, mais on ne perd rien non plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que même dans ce cas qui est vraiment le pire du pire, et c'est certainement pas la réalité non plus, en fait, si on faisait un truc comme ça, on corrigeait la non-réponse totale avant de faire un calage, on ne pourrait pas perdre. Donc comme on est certainement dans une des autres situations, certainement pas la première non plus, mais probablement un truc intermédiaire qui serait un peu les historiques d'appel, un peu le socio-démo et un peu les variables d'intérêt, comme ici, là, par exemple, là on a une augmentation de la variance qui est négligeable, 1,3% de la standard deviation, mais par contre le RMSE il a baissé de 6% en moyenne. Donc là c'est un mécanisme, je ne dis pas que c'est la réalité, mais c'est plus réaliste et on peut gagner. Donc voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas on a des moyens de simuler pour voir ce que ça donne.
Mais c'est jamais fait. Hein. Voilà, ça n'existe pas. Alors, dernier truc qu'on peut faire. On peut essayer de réduire l'inéligibilité inconnue. Comme je vous le disais, il y a 30% de numéros, on ne sait pas ce que c'est. Ça ne répond jamais. On tombe sur un répondeur qui est un répondeur. Voilà. Donc dans Virage, ce qu'on s'est dit, on s'est dit qu'on allait faire analyser par les opérateurs téléphoniques ces numéros qui ne répondent jamais. Donc dans le lot 1, la première partie de l'enquête, on a 5866 numéros qui sont dans ce cas-là. Donc c'est 22% des numéros, hein, c'est quand même beaucoup. On a fait analyser, alors, on avait demandé à SFR et Bouygues, mais ça n'a pas bien marché pour cela, mais Orange nous a répondu. Et ils nous ont dit que sur ces numéros-là, il y en avait 38% qui étaient chez eux, qui étaient des numéros Orange, et que 55% de ces numéros Orange étaient des lignes qui ne passaient jamais d'appel. Aucun appel sortant. Donc si on accepte de prendre le critère 0 appel sortant comme un critère de 0 appel entrant, c'est-à-dire cette ligne ne sert à rien, c'est discutable. Mais si on accepte de faire ça, on réduit l'incertitude sur le. Enfin, on sait qu'il y a une partie de ces numéros qui ne sont pas des numéros en fait, hein, qui servent à rien, donc on peut les éliminer. Et donc mécaniquement, on améliore la description de l'échantillon et on calcule un meilleur taux de participation. Et suivant les hypothèses qu'on fait, c'est-à-dire soit on se restreint vraiment à ce qu'on sait, c'est-à-dire ce qu'Orange nous a dit, auquel cas on augmente le taux de participation de 3 points en faisant rien. Et le calcul, il va donner 3 points d'amélioration indirecte, c'est pas beaucoup. Mais si on dit que ce qui se passe chez Orange, c'est grosso modo ce qui se passe chez les autres opérateurs, il y a peu de raisons de penser que ce n'est pas le cas. À ce moment-là, on augmente le taux de participation de 10 points, en faisant rien du tout. Donc c'est quand même pas mal. Et après, on a fait un autre truc, on s'est dit, bon bah, dans Virage, on a deux populations d'intérêt, évidemment, il y a les victimes de violences, puisque c'est la thématique de l'enquête, et là on est sûr qu'il y a une sous-couverture, parce que les femmes qui sont battues, qui sont au palais de la femme, etc., elles ne répondront pas au téléphone, enfin la plupart d'entre elles, par exemple, ne seront pas très enclines à participer à une enquête téléphonique lorsqu'elles ne connaissent pas le numéro, etc. Une partie des LGBT, pareil, ils ont un mode, c'est une sous-partie, ont un mode de vie très particulier, très communautariste, très revendicatif de leur identité. Je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, mais il n'empêche. Ceux-là, on ne les entendra pas non plus, par une enquête en population générale qui ne se présente pas comme une enquête LGBT. Donc voilà, donc on ne les aura pas. Après, il y a les personnes incarcérées, hospitalisées, qui peuvent être temporairement à l'hôpital, machin, on ne les a pas non plus. Enfin, il y a toute une frange. Puis il y a des gens qui sont contre les enquêtes et contre les emmerdements téléphoniques et qui ne répondent pas. Ceux-là, on ne les a pas. Donc on s'est dit, nous, qu'on pouvait faire quand même un truc pour les deux populations qui sont les LGBT et les victimes de violences. Donc on a fait 2 enquêtes internet. Alors c'est des enquêtes sans base de sondage, c'est le pire du pire. Il ne faut pas faire ça en vrai. Mais on a donc passé un partenariat avec pratiquement toutes les associations LGBT qui existent en France métropolitaine, pratiquement toutes les associations de support et d'aide aux victimes de violences. Et au jour d'aujourd'hui, c'est pas totalement fini, mais on a 7000 questionnaires LGBT et 800 questionnaires de victimes de violences. C'est certain que ce n'est pas la totalité de la population qu'on vise. C'est évident. Avec l'enquête téléphonique, on estime grosso modo la taille de la population LGBT à 600 000 personnes sur la tranche d'âge. Donc on est loin des 7000, hein, c'est certain. Néanmoins, là-dedans, les 7000 qui ont été interrogés, on les a questionnés sur leur usage du téléphone et leur équipement téléphonique. Donc on peut calculer la part des gens qui ne répondent pas à Internet, au téléphone, qui ne participeraient pas à l'enquête. Si on se dit que la taille de la population, c'est grosso modo 600 000, grosso modo, je veux dire, voilà, on peut se dire, ben voilà, ces gens-là, mettons qu'il y ait 10% des répondants Internet, là, qui répondent jamais au téléphone. On peut se dire, l'ordre de grandeur de la taille de la population LGBT qui ne répond pas au téléphone, du coup, c'est 10% de 600 000. Ce serait, voilà, c'est un ordre de grandeur. Hein. Donc on peut changer la marge, on peut améliorer la taille l'estimation de la taille de la population LGBT. Et donc recaler l'enquête téléphonique avec ce truc-là, donc augmenter le poids des LGBT. Ça c'est possible. Donc on peut avoir une meilleure estimation de la taille. Et puis l'autre truc, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 7000 questionnaires Internet? Est-ce qu'on les utilise ou pas? Alors la question, elle est d'autant plus délicate à résoudre que, comme je vous l'ai dit, il y a des effets modes de collecte qui sont massifs. Donc on peut, d'abord, les personnes qui ont répondu sur Internet, elles se sont auto-sélectionnées pour l'enquête, donc en fonction de leur mode de vie, leur intérêt pour l'enquête, qui était clairement indiqué, la thématique de l'enquête. Donc on peut se dire qu'il ne faut pas tous les prendre sans doute. Mais sinon, on introduirait
Mettons que ce soit la vraie mesure qui soit faite sur Internet, on aurait la vraie mesure pour les LGBT, les violences, mais on ne l'aurait pas pour les autres qui ne sont pas LGBT. Ils seraient interrogés qu'au téléphone, donc ça irait pas du tout. Mais après, on peut tenter de faire importer que les questionnaires qui ne sont pas trop différents en termes de réponse aux variables sur les violences, de façon à pouvoir augmenter la taille de la population, la taille de la population LGBT dans l'enquête. Dans l'enquête téléphone, il y a 500 questionnaires, même pas, 464 questionnaires qui sont LGBT, sur 27 000 répondants. Donc c'est pas grand-chose. Donc on peut faire des analyses, mais on ne peut pas faire des trucs très détaillés. Si on arrive à importer ne serait-ce que 300 ou 400 questionnaires qui ont été collectés sur Internet par des gens qui sont à peu près pareils, donc à peu près le même effet de mode de collecte, et ben on aurait, mettons, 700 questionnaires dans l'enquête Internet, dans l'enquête téléphone, avec un effet mode de collecte nul, parce qu'on l'aurait contrôlé à l'entrée, et du coup on aurait une population plus grande pour faire des études détaillées sur les LGBT. C'est possible. Voilà, après, il y a deux trucs. Je suis en tractation avec la Poste pour essayer d'arrêter de partir des numéros de téléphone pour avoir des gens, mais partir des gens pour avoir leur numéro de téléphone. C'est-à-dire se remettre la tête sur les épaules, en fait. Et donc, ce serait profiter de la base d'adresse des facteurs, enfin de la Poste, du service facteur qui peut aller au domicile, demander un téléphone, enfin une acceptation de participer à une enquête, de collecter un mode d'enquête. Donc, on aurait sans doute un taux de participation pas forcément plus élevé, mais par contre, on saurait qu'on a contacté que des ménages. Et on aurait, pour une partie des ménages qui refusent, la réponse à une question qui nous intéresse, c'est y a-t-il dans votre ménage une personne âgée entre tel âge et tel âge? Sur une portion. Hein, mais... Donc on n'aurait pas de numéro non éligible ou quasiment pas. Donc, ça simplifierait pas. C'est pas gagné, hein, parce que ça fait 3 ans que j'essaie de discuter avec la Poste. J'ai eu 6 équipes commerciales différentes. À chaque fois, il faut tout réexpliquer. C'est un peu l'enfer, mais bon, je désespère pas d'y arriver un jour. Et par contre, avec Orange, on a poursuivi le partenariat et on va arriver, je pense, d'ici la fin de l'année, à la livraison d'informations détaillées au numéro du trafic et de l'adresse des numéros de téléphone Orange. Donc l'idée, ce serait, alors ils déposeraient ça dans un bunker de données, donc ce serait le centre d'accès sécurisé distant, le CASD, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc nous, on génère le numéro de téléphone, on passe automate d'appel, comme on l'a dit, donc on fait rien. On fait notre protocole d'appel, on appelle. Voilà. Au final, tous les numéros, avec l'issue finale, est-ce que c'est un questionnaire, est-ce que c'est pas un questionnaire, est-ce qu'on n'en sait rien, on met ça sur le CASD. Orange analyse les numéros, donc Orange est capable de nous dire s'il y a du trafic sortant sur la période d'enquête. S'il y a du trafic entrant, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai réussi à leur faire un calcul du trafic entrant, c'est-à-dire qu'ils sont capables de me dire si le numéro de téléphone X, enfin ils ne me le diront pas pour le numéro, parce qu'ils ne me donneront pas le numéro, mais pour chaque numéro, ils sont capables de savoir s'il y a eu par exemple au moins 1 ou 2 appels de plus de 2 minutes, appels voix 2 minutes entrant sur une période donnée. Un appel de plus de 2 minutes, a priori on peut se dire que ce n'est pas un message sur un répondeur, enfin, il y a quand même très peu de chances. Donc on sait qu'éventuellement, tous les numéros pour lesquels il y a plus d'un appel efficace, plus de 2 minutes, c'est des numéros qui sont actifs, les gens prennent des appels. Ouais, très très bonne chance. On ne sait pas pour autant si c'est un ménage qui est dans la tranche d'âge, mais on sait que c'est un numéro qui sert à quelque chose. Et puis après, ils vont nous donner aussi, pas l'adresse exacte, mais l'iris, c'est-à-dire le pâté de maison au sens INSEE. Plus le type de ligne. Est-ce que c'est une ligne professionnelle? Est-ce que c'est une ligne box? Et des trucs comme ça. Donc ça aussi, c'est très utile pour la prédiction de la participation. Donc j'attends le devis, là. Et l'idée, c'est que d'ici la fin de l'année, on ait un protocole... Enfin là, on a des discussions au niveau juridique, donc c'est en train de se concrétiser. On attend le devis. Et puis, si c'est faisable, on fera l'expérience, j'espère, pas avec l'INET, parce que l'enquête est derrière nous, mais ce sera avec le prochain baromètre santé de l'INPES, où on ferait ça donc avec Orange, et on ferait la démonstration que ça sert à quelque chose. Et après, l'idée, ce serait d'aller voir les autres opérateurs pour qu'ils fassent la même chose. Alors, il faut savoir qu'Orange vient d'avaler Bouygues. Donc du coup c'est super parce qu'on a presque 50% des numéros de téléphone totaux, donc c'est pas mal. Donc améliorer le calcul de nos réponses et taux de participation sur 50% des numéros, enfin, c'est un gain gigantesque. Enfin, sauf si ça nous coûte trop cher.
Voilà, voilà. Après, il y a d'autres petites expérimentations téléphoniques, je ne les commenterai pas parce que j'étais trop long déjà, mais il y a plein de trucs qu'on peut faire, notamment savoir s'il vaut mieux appeler qu'un 01 lorsqu'on appelle un 01, ou donc un numéro géographique qui correspond à la zone du numéro géographique qu'on appelle. Est-ce que pour appeler des Bretons, il vaut mieux appeler qu'un numéro 02 ou avec un numéro 01? Est-ce que pour appeler un 06, il vaut mieux appeler avec un numéro 06 ou avec un numéro 01? Bon, on a fait des tests et on a montré qu'il vaut mieux, globalement, il vaut mieux appeler qu'un 06. Parce qu'on ne peut pas changer le numéro d'appel suivant la zone qu'on appelle. Donc, enfin, c'est peut-être possible pour certains opérateurs, mais là, on ne pouvait pas. Donc, des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il faut laisser un SMS Est-ce qu'il faut envoyer un SMS annonce? Est-ce qu'il faut laisser un message sur les répondeurs pour dire excusez-nous, on vous embête, mais c'est pour une enquête sérieuse, allez voir sur quel site internet, etc. Et puis, on peut essayer de choper des adresses aussi pour des gens qui ne sont pas dans l'annuaire en faisant appel à des fichiers commerciaux de vente par correspondance. Et donc on a tenté ça aussi. Hein. Et donc l'idée c'est que en fait des gens, quand vous faites une commande sur internet, parfois vous remplissez un petit questionnaire. Et il y a toujours une case à cocher, mais on ne le voit pas toujours. Et puis après les commerciaux sont plus ou moins scrupuleux, mais normalement c'est illégal d'outrepasser ce que vous avez écrit, mais vous pouvez ne pas cocher ou cocher, malencontreusement ça dépend, la case qui dit j'autorise la cession de mes informations à visée commerciale. Donc il y a des dizaines de millions de personnes dont les coordonnées circulent. Parmi ces dizaines de millions de personnes avec les coordonnées, il y a des numéros de téléphone. Et oui, quand vous faites livrer un truc par Ikea, vous avez tendance à donner votre numéro de téléphone parce que c'est pas mal pour prévenir la livraison. Donc on peut, et ça c'est pas que des gens qui sont dans l'annuaire. C'est pas que des gens qui sont en liste blanche. Donc on peut essayer de savoir aussi si un numéro, nous on ne sait pas, il ne répond pas. On ne sait pas si c'est un volet roulant ou un ménage ou pas. Si on arrive à savoir si c'est un ménage parce que c'est quelqu'un qui a fait du commerce récemment sur internet, nous on se dit, on s'en fout qu'il ait fait du commerce, mais on se dit c'est un ménage. Donc il faut le compter comme un refus déguisé et non pas quelqu'un dont on ne sait pas. Donc il y a plein de choses à creuser, donc il faut être créatif. Et puis, mais bon, c'est du boulot, hein, parce que concrètement, je pense aujourd'hui, malgré tout, que les enquêtes téléphoniques, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à mener. Enfin, si on veut mener proprement les choses, en poussant la logique de qualité un peu loin, franchement, je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Parce qu'on n'a rien du tout. Voilà. Donc, j'ai été trop long, je suis désolé. Il y a un peu plus de trucs sur le PowerPoint, et il y a notamment de la bibliographie à la fin. Pas que des trucs de moi, hein, plein de choses d'autres gens. Des trucs statistiques purs, des expériences d'enquête, des choses qu'on peut trouver sur internet. Voilà. Il y a du français comme de l'américain, mais donc c'est pour ceux qui sont curieux, c'est intéressant. Voilà.